Sur le plan local, on va le dire, le ministre du Commerce qui mène une guerre, on va dire, drastique contre justement les distilleurs de boissons de mauvaise qualité. Naturellement, et donc on en parlera certainement dans les journaux qui paraîtront ou alors qui paraissent aujourd'hui. Nous sommes le lundi 22 février 2021 et donc c'est la toute dernière semaine du mois de février. Cap du côté de Yaoundé pour aller prendre le pouls de l'information à travers une revue de presse bien orchestrée par Ghislain, Pierre et Sono que nous retrouvons du côté de Yaoundé. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bien heureux que vous êtes. Je vous accueille donc à Yaoundé en ce début de semaine avec le cœur enflammé de joie comme de tradition. Vous également, les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier, comme j'aime à le dire, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce premier rendez-vous de la semaine. C'est un rendez-vous à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise. Et vous êtes donc les bienvenus. Eh bien, on parle politique en ouverture avec la révision du code électoral. En tout cas, c'est une revendication de l'opposition politique camerounaise depuis quelques années maintenant, depuis quelques décennies. Et cela pourrait avoir lieu à l'occasion de la prochaine session parlementaire, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat. Le code électoral pourrait bientôt, selon le journal Émergence ce matin, subir un certain nombre de modifications amélioratives, selon le quotidien Émergence en kiosque ce jour, qui est d'ailleurs pareil, vous le voyez bien, aux couleurs de ce à quoi pourraient ressembler les travaux de la session parlementaire à venir. On parle ainsi d'une session qui doit avoir lieu au mois de mars prochain au niveau du Parlement camerounais, et qui devrait tabler sur la révision du code électoral. Enfin, l'hypothèse est évoquée. Elle fait d'ailleurs partie des conditions de tenue d'une élection qui ont été exigées par les opposants politiques au Cameroun, les opposants au régime de Yaoundé. Mais quelle matière peut être concernée par la dite modification? Répondant à cette préoccupation, Njoya Moussa, le politologue de retour sur scène médiatique ce matin, parle à défi actuel en répondant effectivement à cette question. Il s'agit éventuellement de 15 points qui pourraient être révisés pour remettre au goût du jour un certain nombre de revendications en guise de réponse formulées par les opposants au Cameroun. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on pourrait assister à une élection présidentielle à 2 tours ou encore à un bulletin de vote unique au rang justement des propositions qui sont formulées par Njoya Moussa dans les colonnes du journal Défi Actuel, édition de ce jour, pour en arriver à une véritable modification, que dis-je, une véritable révision du code électoral qui serait ainsi un consensus prolongé, parce que voté cette fois-là par les parlementaires, les députés et les sénateurs. Défi Actuel rappelle que c'est du côté d'Elections Cameroun et les CAM qu'est venue une telle idée, le directeur général des élections justement ayant demandé à ses collaborateurs de formuler des propositions dans ce sens, dans le sens donc d'améliorer le code électoral camerounais. De la politique aussi, vous le voyez déjà au cœur de la voix du centre, édition de ce lundi, lui-même au cœur de l'éternelle juxtaposition désormais à 3 entre le prophète du Noun, le sultan roi de Bamoun et le maire de Fumban, la ville de Fumban qui est dans la capitale du département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. La nouvelle guerre naît d'une incongruité manifeste selon l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. C'est qu'en lieu et place du maire Patricia Tomanou Njoya, c'est plutôt Ibrahim Bobo Njoya qui a construit puis inauguré la porte d'entrée de la ville avant d'en remettre les clés à l'autorité administrative, pour parler ainsi du préfet du département du Noun. Là est tout le symbole et source de tous les débats dont apprend-on de la voix du centre, édition de ce jour. Le soir ce matin, renchéri que c'est reparti pour une nouvelle fronde entre l'autorité administrative et l'autorité municipale locale. Comme toujours, le nouveau préfet du Noun, Donatien Biyomo, en l'occurrence cette fois-ci, se voit opposer la compétence d'installer les membres du syndicat de communes. En tout cas, cette opposition-là est venue de la mairie de Fumban. Et par ces temps de guerre non martiale dans le département du Noun, je l'ai indiqué, dans la région du centre de l'Ouest Cameroun, il faut simplement trouver la paix, une paix dans cet hommage que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, rend aux vaillants soldats de l'armée camerounaise. C'est le lieu de le signaler. L'UPC soutient l'armée camerounaise, selon Robert Bapolipod, le secrétaire général de cette formation politique, par ailleurs ancien député et aujourd'hui
PCA, justement d'une structure publique au Cameroun, eh bien, il le réaffirme dans les colonnes du journal ce matin au regard d'une déclaration qui a été faite par ses bons soins le 18 février dernier. L'UPC martèle donc que nos forces de défense et de sécurité sont le garant de la souveraineté et de l'unité du peuple camerounais. C'est donc une déclaration à lire dans le journal Le Soir, édition de ce jour. Et pendant qu'on parle unité et union, il y a une question que se pose entrepreneur également en kiosque ce lundi, au lendemain de la célébration de la 55e fête nationale de la jeunesse, avec ce discours, on va dire, historique qui a été prononcé par le président Paul Biya le 10 février dernier. Qu'a-t-on fait de la diaspora camerounaise, souvent appelée à contribuer par le vote et aussi l'investissement, encore plus la défense nationale? Cette diaspora-là se trouve quelque peu désarmée, faute d'un billet d'accès à tout cela, un billet d'accès nommé double nationalité. C'est un statut que le Cameroun tarde à lui accorder donc à sa diaspora. Cette info est un nouveau-né de la presse camerounaise, est également en kiosque ce jour. Le journal évoque simplement la grande question qui fait jaser depuis quelques jours maintenant, celle de cette rallonge au plan financier qui a donc été décidée par le président de la République pour parachever la construction du stade Olembe dans une banlieue de Yaoundé qu'on a déjà baptisé stade Paul Biya. La certitude, selon le journal, c'est que les travaux seront finalisés par la bonne voie présidentielle qui a ainsi été indiquée à l'occasion de cette décision présidentielle demandant au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, de pouvoir donc prêter l'argent pour le compte et à la faveur de l'État du Cameroun. La nouvelle porte également la nouvelle selon laquelle cette rallonge-là, ou quoi qu'on dise, qui est donc contenu dans un accord de prêt décidé par le président de la République, relève d'un pouvoir discrétionnaire et que ce faisant, les 55 milliards de francs CFA dont il est question valent simplement leur pesant d'or. Il fallait le faire sans détour. Ne se détourne pas de cet avis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une cabale simplement contre l'État du Cameroun, laquelle cabale ignore que la rupture du contrat avec Pitini entre l'État du Cameroun et cette entreprise italienne a donc permis à l'État du Cameroun de réaliser une économie de 30 milliards de francs CFA, apprend-on de sans détour dans sa livraison du jour. Et quand Info Matin s'en mêle, il va de soi que l'ambition est de tenir un stade ultra moderne par la partie camerounaise, un stade ultra moderne, mais qui sera rendu au stade complet dans la perspective d'une éventuelle Coupe du monde de football que le Cameroun pourrait éventuellement abriter dans les jours, mois et années à venir sur le site de Lembe, non loin d'Etoudi. Etoudi où les autochtones justement ont célébré une messe d'il y a quelques jours maintenant, si l'on s'en tient à Info Matin, autant que la météo. En tout cas, cela pour dire qu'il y a eu une prière qui a été une messe qui a été dite en faveur du président Paul Biya. La météo convient de ce que les 10 fils originaires d'ici, originaires d'Etoudi, ont initié une messe d'action des grâces et cela a été conduit par les bons soins du professeur Laurent Serge Etundingwa, qui est par ailleurs ministre en charge de l'éducation de base. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, a donc assisté à la dite messe parmi les quelques 500 participants. En tout cas, c'est le nombre qui est révélé par le journal ce matin. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain pour ce qui est de Yaoundé, a donc élevé la voix vers les cieux pour confier davantage Dieu à Paul Biya pour qu'il soit davantage celui qui va avec le discernement et la juste décision pour la gestion des affaires de la cité. Sur la place de la vie, on va dire terrestre et ordinaire, mais Yomé Salah Hebdo, également en kiosque ce lundi, entonne un peu un hymne qu'il est convenu d'appeler de regret et même de désolation. Cela a la seule idée que plusieurs entreprises, notamment établissements publics à caractère administratif et commercial, que donc celles-ci n'ont pas réalisé les scores qui étaient attendus au cours de l'année 2020 à cause justement de la pandémie déjà classée comme étant pandémie du siècle, j'ai nommé la COVID-19, que donc Yomé Salah Hebdo estime que ces entreprises ont plutôt chuté, 50 au total. C'est l'échantillon qui a donc été choisi par le journal, que celles-ci ont réalisé un chiffre d'affaires
en dessous, je dis bien en dessous de 15% parmi donc les 50 entreprises qui ont été choisies en guise d'illustration par Meyome Salah Hebdo. Dans leur rendement se situe justement en dessous de la moyenne qui était attendue. On les attendait dans la production à plus, eh bien c'est plutôt en moins que l'on les retrouve en ce jour de bilan. L'échantillon porte donc sur 50 d'entre elles et les nouvelles ne sont pas bonnes. L'économie quotidienne qui traite au quotidien des questions économiques et financières, met cela sur le dos de la collaboration entre le secteur privé et le secteur public, dès lors que le premier estime, pour parler ainsi du secteur privé, preuve à l'appui, n'avoir pas été consentant aux normes et même aux mesures d'imposition, eh bien, il y a comme un vent qui souffle selon lequel le GICAM n'aurait pas été consentant lorsque le budget se construisait, même si l'on a vu les autorités du ministère des Finances en train de travailler main dans la main avec le GICAM. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, il y a comme une frayeur, une méfiance qui traverse justement la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. C'est bien entendu pour renverser la vapeur que le directeur général des impôts a donc entamé, on s'en souvient, il y a une semaine, une campagne dite de séduction. EcoNews préfère traiter du corridor Douala-N'Djamena pour parler ainsi de ce corridor sous-régional. Bientôt peut-être, il y aura une voie ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad finalement, comme cela est d'ailleurs attendu depuis pratiquement une vingtaine d'années. Finalement, un accord de financement a donc été passé entre la Banque des États de l'Afrique, que dis-je, la Banque africaine de développement et le ministère camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Bien entendu, au bout, il faut financer ce projet qui relierait davantage le Cameroun au Tchad, qui relierait davantage le Yaoundé à N'Djamena. Décidément, la communication entre les deux pays va à bon train et elle encourage d'ailleurs la circulation des hommes et des biens au niveau de la sous-région Afrique centrale. On le voit bien, le journal L'Élite en kiosque ce jour relaie pour s'en convaincre d'ailleurs cette rencontre au sommet, entre guillemets, entre l'envoyé spécial du président Idriss Déby Itno du Tchad et le ministre camerounais en charge des transports, j'ai nommé Jean-Ernest Massena Ngalaye Bibé. Le premier, Ahmad Abaka Adjid, qui a donc été envoyé par le président tchadien au Cameroun, a été reçu en audience par le second, Jean-Ernest Massena Ngalaye Bibé, pour corriger un peu le problème de la double immatriculation des véhicules et la délivrance tardive souvent de la lettre de voiture internationale. Voilà quelques-uns des problèmes qui ont donc été évoqués à l'occasion de cette audience que le ministre des Transports a donc accordé à son homologue du Tchad. D'ailleurs, le quotidien traitant encore de ce sujet s'accorde à dire simplement qu'il s'est agi d'une rencontre à tout le moins indispensable dans le transport des marchandises au niveau de la sous-régionale, avec tout ce que l'on sait avec tout ce que l'on sait et qui s'est justement produit en amont, avec ces déboires qui ont donc été enregistrés par les transporteurs. Et d'ailleurs, le BGTM a assisté à cette rencontre-là, question de lui donner encore un saut de légitimité dans la vie internationale. Prenons l'angle avec le quotidien Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, en tout cas qui déroule ce matin sur la tension relative à ce processus en cours au Cameroun et qui a trait au recrutement des enseignants dans les universités publiques camerounaises. La tension était née, rappelons-le, du refus de tenir compte notamment des titulaires de doctorat qui étaient déjà fonctionnaires, et le palliatif est soufflé par les recteurs des universités publiques qui souhaitent ainsi le remplacement numérique au sein de leurs institutions. Et voilà donc une solution qui provient des universités camerounaises. Intégration sur le journal de Thierry Ndonguna, il intègre davantage, il intègre la question lancinante de la circulation des capitaux nouveaux de la sous-région CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il est évident aux yeux du journal de Thierry Ndonguna qu'il n'y a pas de solidarité entre les 6 États membres de cette organisation sous-régionale, toute chose qui fragilise d'ailleurs le plein essor du marché des capitaux. Retour à l'école du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, avec la marraine du Festival international du cinéma indépendant, j'ai nommé Faustine Foto, députée et avocate. Eh bien, elle veut donner une envergure au renouveau de la culture en mettant en exergue notamment ce qu'il est convenu d'appeler
le talent des jeunes acteurs du cinéma camerounais. Ce sera vers la fin du mois de mars prochain et ce sera du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Revue de presse Made in Yaoundé stop fin pour ce premier rendez-vous de la semaine. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. On repart du côté de Douala pour retrouver, je l'imagine, Market Pio qui est déjà en place de ce côté-là. Sinon, ce sera le lieu de passer le témoin à nos bienheureux qui sont eux aussi de ce côté-là. Mais avant eux, il y a Michael qui est déjà sur la place. Question de relayer de ce côté-là l'apparition de Douala en matière de presse. Alors Michael, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous passe dans l'antenne pour la suite et la fin de la revue de presse. C'est à vous. Plaisir partagé, Ghislain Pierre. Très bonne journée à Yaoundé. On débute la deuxième partie ici à Douala avec la nouvelle expression et des questions économiques à la une du journal ce matin qui parle des réformes fiscales au Cameroun avec cette rencontre du directeur général des impôts et des entrepreneurs ici à Douala. De nombreux entrepreneurs qui sont repartis pas du tout convaincus des explications de Modeste Mopa Fatouin qui a donc séjourné dans la métropole économique du Cameroun. De nombreuses questions ont été posées au directeur général des impôts à Douala par les responsables de ces PME lors des échanges entre lui et les membres de ces petites et moyennes entreprises. Et en croire le directeur général des impôts écrit la nouvelle expression s'agissant des commissions payées aux banques par les contribuables et qui font problème. La faute incombe aux banques qui ne respectent pas le mécanisme de paiement comme cela est prévu dans la loi, comme cela est prévu justement par le mécanisme de paiement. Écrit donc la nouvelle expression au sujet de cette revendication portée par les contribuables camerounais. D'ailleurs, le journal donne la parole à Mouliom Mazou, qui est président de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, qui s'est exprimé au nom des contribuables camerounais. Il regrette justement que ces petits contribuables de l'impôt libératoire soient abandonnés à eux-mêmes. Jusqu'ici, écrit la nouvelle expression. La grande une du journal parle de cette réforme autour du code électoral au Cameroun. S'achemine-t-on donc justement vers une réforme, une modification du code électoral dans notre pays. En effet, Eric Essou, c'est le directeur général des élections, a écrit à ses collaborateurs des 10 régions le 19 février dernier. Dans le dit document, le DG des élections demande aux délégués régionaux de lui faire parvenir des propositions d'amendement de la loi portant code électoral au Cameroun. Une demande qu'Elections Cameroun ne souhaite pas commenter. La communication d'Elecam évoque la nature interne du document approché par la nouvelle expression. Pour en savoir plus, la direction générale des élections a simplement refusé de s'exprimer sur la question, mais le journal note tout de même que différentes formations politiques challenger du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se rejoignent autour de cette réforme du code électoral et les revendications principales portent sur une élection présidentielle à 2 tours et le bulletin unique. D'ailleurs, le journal donne également la parole à Philippe Nanga, coordinateur de l'organisation non gouvernementale Monde à venir, très impliqué sur les questions électorales au Cameroun et en Afrique. Pour lui, la bonne démarche consisterait à produit un document comportant des résultats des consultations antérieures, consultations avec des organisations non gouvernementales, consultations également avec des formations politiques, dit-il dans les colonnes de la nouvelle expression ce jour. Et le Messager en kiosque aujourd'hui en parle aussi à son pied de une. Le journal suspecte dans cette réforme du code électoral la réforme de toutes les suspicions. L'opposition et certaines organisations de la société civile ont toujours appelé de tout leur voix une réforme du code électoral. Mais pourquoi en arrive-t-on aujourd'hui? C'est donc une controverse autour de cette lettre d'Elections Cameroun, une correspondance directeur général des élections adressée donc à ses collaborateurs. Et le journal a choisi de donner la parole aux acteurs politiques camerounais pour commenter cette correspondance. Pour Jean-Michel Nintieux du SDF par exemple, un amendement du code électoral relève de la loi et doit par conséquent être adopté par le Parlement avant la signature du décret d'application. Le député du SDF critique donc la démarche d'Elections Cameroun. Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC,
estime que la contribution de l'ECAM reste une contribution parmi tant d'autres qui devront être explorées dans le cadre d'une commission inclusive afin de dégager un code consensuel accepté par toutes les parties impliquées dans le jeu électoral au Cameroun. Maximilienne Ngombe, directrice du REDAC, le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, elle pense que ce qui fait problème n'est pas seulement le code, mais l'entièreté du système électoral camerounais. Il faut s'attaquer à fond à la question, dit-elle dans le Messager. Ce jour, la grande une du journal parle de cette affaire autour du stade Olembe de Yaoundé, cette interpellation de Jean-Michel Nintieux qui demande des comptes au secrétaire général de la présidence de la République. C'est un décret du président de la République du Cameroun qui habilite justement le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer une convention de crédit de l'ordre de plus de 55 milliards de francs CFA destinés à financer les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Toute chose justement qui laisse croire que ce projet gigantesque coûtera au trésor public camerounais une rondelette somme de plus de 218 milliards de francs CFA, suffisant, écrit le Messager, pour faire sortir le député du SDF de Ségon qui soupçonne de la surfacturation. 3 jours seulement après la publication de ce décret, le président régional du SDF pour le littoral, par ailleurs élu de la circonscription Vouri-Est, a donc adressé une correspondance au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Pour Jean-Michel Nintieux, le niveau stratosphérique du montant de cette convention de crédit laisse perplexe justement, en même temps qu'il est potentiellement porteur de forts soupçons de surfacturation. Il demande donc des comptes au ministre d'État Ferdinand Ngongo dans les colonnes justement du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Aurore Plus, le billet hebdomadaire, est également en kiosque ce jour et le journal parle aussi de cette infrastructure sportive, notamment le stade d'Olembe à Yaoundé. Le journal y voit une mafia d'État bien organisée, une mafia d'État nommée Olembe à Yaoundé. Que se passe-t-il exactement autour de cette affaire? Le journal relaie également des extraits de la correspondance de Jean-Michel Nintieux, le président régional du SDF pour le littoral, et se pose quelques questions sur le montant. Saura-t-on jamais le vrai coût des travaux de réalisation du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé? C'est la grande question de Michel Michaud-Moussala ce matin. En effet, écrit-il, Olembe reste surtout un gros mystère au plan de l'exécution effective de la commande initialement prévue à juillet 2020. La livraison du stade devrait finalement se faire en novembre suivant. Toujours rien à ce jour, et le journal rappelle par ailleurs que le 26 juin de l'année dernière, le ministre des Sports, après une visite sur le site global qui, selon les statistiques officielles, présentait alors un taux de réalisation de 95%, se satisfaisait de ce que le stade devrait être dans alors juste quelques finitions à faire pour une livraison du chantier prévu en octobre suivant, entre un chantier à livrer, écrit le journal, avant fin 2020 et une nouvelle ardoise de plus de 55 milliards de francs CFA décidée en février 2021 et destinée aux finitions du même ouvrage. L'erreur est certainement à chercher quelque part, conclut Michel Michaud-Moussala, mais surtout pas du côté des détracteurs du régime, écrit-il dans les colonnes du journal aujourd'hui. Il donne également la parole à Ludovic Lado, le prêtre qui interpelle également les banques au sujet de cette rallonge de 55 milliards de francs CFA pour financer la construction du stade Olembe à Yaoundé. Et l'éditorial de Michel Michaud-Moussala ce jour s'intéresse à la jeunesse camerounaise avec un titre évocateur, Sois jeune et tais-toi. Michel Michaud-Moussala arrive à la conclusion de ce que tout est à revoir dans la flopée de mesures et réformes censées offrir des opportunités pour la mise en œuvre satisfaisante de la fameuse vision adoptée en 2009 à la suite de l'atteinte en avril 2006 du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, vision parfois prônée par le gouvernement à l'endroit des jeunes qui crèvent sous le chômage
chômage, écrit le journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. Un autre hebdomadaire, Intégration, est également en kiosque ce jour. La tribune des communautés s'intéresse à la zone SEMAC avec ce qu'il appelle les paradoxes du marché des capitaux dans la sous-région. 2020, bon millésime en matière de levée de fonds justement à travers la zone SEMAC, à travers les titres publics, malgré la crise sanitaire du Covid-19 qui a provoqué une double crise financière et même économique totalement inattendue. La locomotive Cameroun à plein régime dans l'animation de la plateforme monétaire. Le journal parle de gros montants qui ont donc été levés, mais en l'absence d'un véritable marché secondaire permettant un gap pour les obligations high yield ou obligations à haut rendement destinées à des investissements chevronnés. L'attrait reste donc minime, écrit le journal, qui nous livre la note de conjoncture sur les marchés financiers à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce jour, qui parle aussi des milices séparatistes qui sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Qui est donc qui autour de ces différentes milices? Enquête justement sur les échauffourées entre groupes séparatistes car l'intérêt individuel prime sur la cause anglophone. C'est donc l'enquête à retrouver dans le journal Intégration en kiosque ce jour. L'œil du Sahel est également en kiosque ce matin. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun s'intéresse au recrutement dans les universités d'État au Cameroun avec les parlementaires des 3 régions septentrionales du Cameroun qui vont saisir le Premier ministre chef du gouvernement au sujet de ces recrutements justement où des ressortissants des devrait donc saisir à la première semaine du mois de mars du gouvernement de revenir sur les dispositions excluant les candidats nordistes fonctionnaires de la seconde phase de l'opération. Titulaire du doctorat dans les universités d'État au Cameroun. L'affaire est donc partie de ce rétropédalage du Premier ministre dans une lettre datée du 3 février 2021, signée de son secrétaire général au ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'est donc ce rétropédalage qui a mis le feu aux poudres et que les postulants à d'une support hospitalier de la localité, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. L'animal dont les questions fusent sur sa provenance a été apporté. Et on termine avec Entrepreneur, le journal des patrons également en kiosque ce jour, qui revient sur le message du président de la République à la jeunesse camerounaise et notamment à la diaspora camerounaise le 10 février dernier. Cet appel du chef de l'État à la diaspora qui devrait retourner investir au Cameroun. Mais de quelle diaspora parle le président de la République? Le journal s'interroge. Cette diaspora a-t-elle vraiment bénéficié tout au long de ces années des faveurs du régime de Yaoundé? Question posée. Est-ce que cette diaspora justement saisira la main tendue de la présidence de la République, du chef de l'État effectivement, pour retourner investir au Cameroun? C'est donc un dossier de 3 pages proposé par le journal Entrepreneur qui nous parle également du port autonome de Douala qui s'élargit plus de 190 hectares pour recaser les habitants d'Essengué dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à faire du port autonome de Douala une référence dans la sous-région. 190 hectares ont donc été aménagés à Missolé 2 dans le département de la Sanaga-Maritime pour servir non seulement de base logistique pour le nouveau port en eau profonde de Manoka, mais aussi pour le recasement des populations d'Essengué. Les détails à retrouver dans le journal des patrons entrepreneurs en kiosque ce lundi. On va également à votre suite jeter un regard sur l'actualité au-delà de nos frontières. Non, pas ce matin. Là, ce sera pour demain, certainement. Ce sera pour demain, certainement. Et pour revenir sur une actualité qui fait les chevaux gras de la presse, on va parler de cette chasse lancée donc par le ministère du Commerce contre, on va dire, les promoteurs d'usines de fabrication clandestine. Et on va noter qu'au-delà du whisky, au-delà du champagne, même les boissons gazeuses, l'eau minérale n'y échappe pas.
Donc, vous, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? À noter que ces boissons sont vendues à prix d'or dans les différents espaces de loisirs, que ce soit dans les snacks, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Écoutez, c'est une situation extrêmement compliquée. Hein. Bon, on nous demande tous d'être surpris par ce qui se passe là. Mais il faut rappeler que c'est une pratique qui dure depuis de nombreuses années. Et ce ne sont pas nos autorités qui ne sont pas au courant de la situation. Hein. Elles savent bien ce qui se passe, connaissent même parfois, pour certaines de ces autorités-là et nos forces de maintien de l'ordre, connaissent parfois ces usines, si je peux appeler ça ici, clandestines, où on fabrique du frelaté à longueur de journée et qui est malheureusement commercialisé parfois dans de grandes surfaces, ce qu'on appelle généralement chez nous de grandes surfaces. Ces boissons frelatées, ils sont parfois vendus aux grandes dames de la santé des citoyens, malheureusement. Je crois que l'initiative prise par le ministère du Commerce il y a quelques jours de lancer la chasse directement dans ces snack bars, débits de boissons et autres, c'est une très belle initiative qui doit se poursuivre et s'étendre au-delà de Yaoundé et Douala dans d'autres régions du Cameroun, parce que la situation est extrêmement et assez grave d'ailleurs. Il faut qu'on arrive à une orthodoxie, c'est-à-dire que pour préserver la santé, il faut rappeler par exemple qu'il y a ce whisky en sachet qui continue de circuler tranquillement, d'être bu allègrement à travers le pays. Rappelons qu'il y a un arrêté du ministère du Commerce, toujours un arrêté conjoint d'ailleurs, je crois avec 3 autres ministères, le ministère de la Santé également impliqué, qui interdisait carrément la production de ces whisky frelatés. La mer, on en vend à tous les bouts de rue dans notre pays sans que ça n'émeuve personne. Et c'est un véritable tueur silencieux. Et ajouter à cela, si après les sachets, on a choisi de les mettre désormais dans des conditionnements un peu plus adaptés que l'on peut vendre dans des snack bars, dans des surfaces, grandes surfaces et autres, ça devient encore plus dangereux. C'est-à-dire vous achetez une bouteille de boisson gazeuse sans vous rendre compte qu'elle a été fabriquée dans une chambre à Bepanda ou bien à Iligedjoa quelque part où vous n'imaginez même pas, dans des conditions dantesques, mais vous consommez et vous ne connaissez pas les conséquences sur votre santé. Je crois que la situation est assez grave et au-delà des descentes peut-être inopinées menées par le ministère du Commerce, on doit aller plus loin, pour comprendre ce qui se passe exactement. Quelqu'un a posé la question toujours de savoir, mais d'où viennent les vignettes justement qui sont posées agrafées sur ces boissons et autres. D'où viennent ces vignettes qui sont supposées appartenir quand même au pouvoir public? C'est une affaire de la douane camerounaise quand même. Mais comment expliquer? C'est un circuit, vraiment, c'est un circuit à la fin bien huilé, extrêmement dangereux, qui est soutenu, ça il faut le dire clairement, qui est soutenu, maintenu même par certains de nos décideurs qui savent exactement ce qui se passe. Un business sur le dos de la santé des Camerounais. Je crois que la situation est assez grave et il faut vraiment poser les pieds dans le plat pour résoudre définitivement cette question. Parce qu'au-delà, vous l'avez dit tout à l'heure, de ces whisky frelatés, on a des bières également frelatées qui sont fabriquées ici, sur place, localement. C'est-à-dire des boissons dans des conditionnements en boîte et autres. Vous avez des boissons gazeuses et de l'eau également. C'est-à-dire de l'eau, vous avez de l'eau qu'on vous vend, on vous dit c'est de l'eau minérale. Elle a été puisée dans un forage quelque part en Dokpassi ou bien n'importe où là, et puis on vous vend la bouteille au prix homologué, et tout, vous buvez quelque chose dont vous ne connaissez même pas là. C'est-à-dire que c'est devenu extrêmement difficile aujourd'hui. Parfois on se disait, bon, on va se réfugier peut-être dans des lieux les plus sérieux pour pouvoir trouver quelque chose de bien, mais on se rend compte aujourd'hui que malheureusement ces lieux également jugés sérieux avant sont ceux qui abritent également ces boissons, ou alors ces boissons, pas seulement les boissons, on a plusieurs choses comme ça. Oui, toutes ces denrées de qualité douteuse. Oui, c'est clair. En tout cas, on va dire que rendu à l'évidence, ça pose un problème majeur de santé publique. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de questionner ces structures qui sont en charge du respect de la norme, de la qualité? Comment est-ce que ça se retrouve sur le marché sans être au préalable passé par... On a le sentiment que ces structures elles-mêmes sont débordées, qu'elles-mêmes se rendent compte seulement quand on fait une descente et qu'on dise ici on fabriquait du mauvais whisky. Bon, je crois que ces structures-là,
n'ont pas la possibilité, c'est pas leur travail, c'est-à-dire de partir dans des quartiers, par exemple, démanteler ces usines, ces usines douteuses là et autres. Soit leur travail intervient à partir du mois, il faut mettre justement sur le marché des contrôles et autres. Mais je crois que c'est une chaîne finalement où les gens doivent s'entendre, tout organiser vraiment effectivement pour que l'on évite que l'on se retrouve avec sur nos tables de l'eau minérale qu'on a puisée dans des forages de qualité douteuse et autres. Donc voilà, je crois que chacun doit faire son travail tout simplement. Et effectivement, est-ce qu'on ne devrait pas aussi questionner en tantinelle les causes ou alors questionner le chômage? Parce qu'on se rend compte que ce sont des jeunes qui sont de bons chimistes aussi, qui sont dans ces foyers de fabrication anarchique. Est-ce que le chômage n'est pas l'une des causes qui pousserait peut-être ces jeunes à... Bon, ben, écoutez, je crois que s'il faut... J'en ai vu justifier en évoquant justement cette question-là. Ben, écoutez, ils n'ont rien à faire, ils sont au chômage, ils se battent pour vivre et autres. Mais je crois que s'il faut justifier comme ça, il faut aussi justifier le fait que les braqueurs et autres, voilà, ils nous braquent tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Il faut justifier ça en disant non, vraiment, ils n'ont rien à faire, ils sont au chômage, donc ils se battent pour vivre. Je crois que les deux ne sont pas vraiment totalement différents. Je crois que c'est les mêmes gens. Vous faites quelque chose d'illicite, quelque chose de pas conseillé. Je crois que vous devez être reprimandé pour ça. Maintenant, si vous avez mis sur pied une formule, une vraie, pour fabriquer une boisson, j'en connais, de jeunes qui font du vin à base de pastèque ou à base de bien d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un circuit vraiment bien défini. Vous fabriquez quelque chose de ce genre que vous soumettez par exemple à la NOR dont parlait Patricia tout à l'heure et qui est homologué. À partir de ce moment-là, pour obtenir du financement de l'État, vous demandez, on connaît les démarches et tout pour fabriquer du vin camerounais. Là, on sait, c'est quelque chose de labellisé, de connu, de clair, qui a suivi un cycle normal. Mais à partir du moment où vous improvisez, fabricant d'un whisky de nom très connu, c'est-à-dire que très connu ailleurs, vous vous retrouvez avec des bouteilles de ce whisky que vous remplissez de produits dangereux et autres et vous soumettez à la consommation. Je crois qu'il n'y a aucune excuse pour ce type de personnes en ce moment. Merci beaucoup. Vous devez certainement connaître un journaliste d'investigation. Il en est d'ailleurs président du syndicat des journalistes d'investigation, Sylvain. Donc, vous devez certainement le connaître, du journal Le Soir. Oui, effectivement. Donc, il a un an de plus aujourd'hui. Si vous le croisez, souhaitez-lui happy birthday. Bon, joyeux anniversaire à lui. D'accord. Qu'est-ce qu'on se dit? À suivre donc dans ce programme, mesdames et messieurs, on fera donc une incursion dans le temps. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires et puis nous vous livrons l'éphémérie du jour. À tout de suite.